Bonjour et bienvenue sur Chef, le podcast du management positif. Je suis Sophie Plumer, RH et manager et passionnée par les sujets de management. Mon ambition avec Chef est de diffuser des pratiques de management innovantes, bienveillantes et audacieuses pour aider les managers à faire ressortir le meilleur talent de leurs équipes. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous fais partager un bout de ma vie professionnelle en dehors de Chef puisque j'ai invité sur le podcast un de mes collègues et amis, Romain Garilly. Romain est manager au sein du cabinet de conseil Wavestone et va nous faire découvrir plus en profondeur ses enjeux et ses pratiques de management dans un secteur bien particulier. Mais pas de panique si vous n'êtes pas familier avec ce secteur, nous avons essayé de vulgariser au maximum les concepts. J'avais très envie d'accueillir Romain sur Chef car nous avons grandi ensemble en tant que manager, moi en tant que RH et lui en tant que consultant. Même si nous avons des métiers différents, nous partageons la même envie de faire progresser nos collaborateurs dans la bienveillance et la performance. Avec Romain, nous avons abordé plusieurs thèmes. Le premier, c'est la confiance managériale. À quoi elle sert, comment la créer, notamment avec la distance. Le monde du conseil est un secteur très normé, avec des étapes de carrière bien définies, dans lesquelles l'évaluation est un moment important de l'année. Romain nous a partagé ses conseils pour faire de l'entretien annuel et du feedback un moment positif pour le manager comme pour le collaborateur. Nous avons également parlé en profondeur du sujet équilibre de vie. Romain est un jeune père, donc il nous a donné tous ses conseils pour allier le mieux possible vie professionnelle et vie familiale. Dernier thème, nous avons abordé le sujet de l'affirmation de soi, car Romain est secrètement ma source d'inspiration depuis des années en la matière. Je vous souhaite une excellente écoute de ma conversation avec Romain Garilly. Je vous retrouve juste après pour le débrief. Si l'épisode vous a plu et que vous voulez soutenir Chef, partagez l'épisode autour de vous et laissez une note sur Apple Podcast, ça m'aide beaucoup. Merci, à tout à l'heure. C'est parti. Salut Romain, bienvenue sur Chef. Salut Sophie, très content d'être là. Moi aussi, je suis vraiment ravie de t'accueillir. Donc Romain, tu es aujourd'hui manager au sein d'un cabinet de conseil qui s'appelle Wavestone. C'est bien ça. Est-ce que, pour démarrer, tu peux nous expliquer ce qui se cache derrière le grade de manager chez Wavestone ? Alors, ce qui se cache, c'est pas très sorcier. Deux volets clés. Le premier, c'est vendre des missions de conseil. Et le deuxième volet, c'est finalement piloter des missions de conseil. Et là où c'est un petit peu plus particulier pour moi, c'est que j'ai quelques rôles supplémentaires finalement qui impliquent du management. Le premier, c'est que j'ai un rôle dans la gestion de carrière de consultant. Donc en plus finalement des missions que je vends et que je pilote, je suis aussi en transverse des consultants. T'es leur chef ? Je suis leur chef. Et deuxième casquette, j'ai un rôle sur la performance de ma practice ou de ma business unit. Et donc du coup, j'ai pareil un rôle de management sur des équipes qui sont orientées pour finalement piloter les résultats et l'atterrissage fin de mois de tout un tas d'indicateurs qui permettent de valider qu'on est en train de suivre le plan qu'on s'est donné, notamment le plan de croissance sur la practice. Ok, donc un côté business développement, un côté pilotage de mission opérationnelle, un côté un peu RH, au sens chef hiérarchique, RH. Et une mission plutôt de performance économique. Oui. De ta practice. Super clair. Ce que je comprends, c'est que tu peux être à la fois chef RH de consultants, mais pas forcément travailler avec eux sur des missions. Oui, c'est ce qui rend le rôle très riche et à la fois très complexe. La plupart des consultants de mon équipe, je n'ai pas travaillé avec eux. Alors, je n'ai pas travaillé avec eux, c'est plutôt, pour être plus précis, je n'ai pas délivré de mission de conseil avec eux. Par contre, j'ai travaillé avec eux sur déjà leur carrière, qu'est-ce qu'ils veulent en faire, comment on la construit ensemble, et j'ai pu travailler avec eux plutôt sur des sujets internes pour qu'on, entre guillemets, s'apprivoise chacun l'un l'autre, apprenne à se connaître et que ce soit beaucoup plus fluide dans nos échanges. Ok. Du coup, on va y venir sur cette complexité, cette spécificité de management. Plus globalement, est-ce que tu peux nous dire quels sont tes enjeux en matière de management ? Alors, mes enjeux en matière de management, ils vont être pluriels. Le premier, c'est dans le cadre des personnes que j'encadre sur mission. Finalement, mon rôle, c'est de les aider à se dépasser, à être le plus en avant possible vis-à-vis des clients pour leur permettre d'aller chercher de plus en plus de choses sur leur parcours conseil. Finalement, j'ai un rôle de coaching opérationnel de leur activité pour les aider à progresser sur tout un tas de sujets
qui vont de leur prise de relation client à des choses qu'on peut appeler plus hard entre guillemets, de construire un business case, voilà, des choses de fond finalement qu'on manipule. Ok. Quand tu dis parcours conseil, ça veut dire quoi? Parcours conseil, c'est finalement le conseil à un monde qui est régi par beaucoup de codes. Il y a entre guillemets au début de la carrière une course au grade qui finalement jalonne la carrière. Donc on a de manière très classique des grades de consultant, senior consultant, manager, senior manager, et finalement tous ces grades rythment un peu le parcours. Il y a des temps théoriques entre ces grades-là sur le marché du conseil qui font que chacun finalement est très axé, du moins au début de sa carrière, sur quel est le rythme entre chaque grade et comment je peux atteindre les grades. Et quand je dis que c'est très normé, c'est derrière chacun des grades. Chez Wavestone, on y a attribué tout un tas de compétences et c'est sur ça qu'on évalue nos équipes. D'accord, donc toi, ton rôle sur tes missions, c'est de valider les compétences de ses collaborateurs? Alors, je dirais pas valider, je dirais faire progresser les consultants sur leurs compétences. Ok. Et la validation, entre guillemets, elle va plutôt être faite par le chef hiérarchique au sein d'un collectif qui, du coup, s'assure que on évalue de la même manière les compétences de chacun et que finalement, on re-rentre dans un peu ce cadre et ce parcours conseil. Ok, très clair. Et ça, c'était du coup, pour la question, ça c'était vraiment sur la partie conseil pur, donc délivré en mission. Et mon rôle sur les membres de mon équipe, ça va être de m'assurer que leur mise en situation, donc finalement les missions qu'ils sont en train de délivrer, qu'elles soient pour des clients ou en interne, sont en adéquation avec ce qu'ils doivent aller chercher sur le parcours. Et ce que je mets derrière ce qu'ils doivent aller chercher sur le parcours, c'est finalement les compétences qu'on a précitées. À tout moment de leur carrière, il y a des choses à développer sur la relation client, sur le fond, sur la capacité de delivery. Et donc c'est ça qu'on va mesurer ensemble et vérifier voilà cette adéquation entre ce qu'ils font dans leur day-to-day et ce qu'ils veulent faire pour grandir dans leur parcours conseil. Et j'imagine que le fait d'avoir de pas voir au quotidien ce que tes équipes font sur des missions, ça te donne un pas de recul. Enfin, t'es quand même pertinent avec ce pas de recul et cette vision d'ensemble sur les compétences Yes. qu'ils acquièrent. Et ça permet en plus de réinscrire tout ça sur des temps longs. Parce que c'est un peu ça, ce qui peut être compliqué dans le conseil, c'est que on va changer de client de manière très régulière et du coup on a l'impression de toujours entre guillemets se battre sur des temps très courts. Que ce soit 3 mois à 1 an de mission, finalement ça va, c'est très rapide. Et du coup ces prises de recul, elles servent surtout à réinscrire dans un temps long. C'est hyper important pour embarquer les consultants d'arriver à inscrire une mission de 3 mois dans ce qu'ils vont vivre sur les 3 années devant eux. Parce que sinon, finalement, on a l'impression de faire beaucoup de choses, beaucoup trop one-shot, et de pas arriver à être embarqué dans la durée, et de pas avoir du sens derrière les mises en situation. Tes enjeux de management, sont surtout autour des compétences. Est-ce que tu as d'autres enjeux? En fait, dans les enjeux supplémentaires que je vais avoir, il y a finalement comment aussi aider les gens à garder un certain équilibre de vie. Le métier du conseil peut être très demandeur en termes d'intensité, que ce soit horaire ou intellectuelle. Et donc, du coup, mon rôle, en plus de développer des compétences, c'est d'assurer que les gens y trouvent le bon équilibre. Et donc, il y a un rôle très ancré autour de finalement à la fois comment je fais progresser les personnes que j'encadre, et à la fois comment je respecte leur volonté vis-à-vis de cet équilibre, et comment on trouve finalement ensemble le bon chemin pour leur permettre à la fois de nourrir leurs ambitions en termes de rapidité de progression, mais aussi leurs ambitions en termes d'équilibre vie pro, vie perso. Ok, on aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard. Donc aujourd'hui, tu es un manager que je qualifie d'accompli. Ça fait plusieurs années que tu occupes ce poste. Je suis curieuse de savoir comment se sont passés tes débuts. Comment est-ce que tu as appris à être manager et à manager des équipes? Est-ce que tu peux nous raconter quelques anecdotes un peu croustillantes de ce début de parcours? Alors, sur le comment j'ai appris, je dirais qu'il y a 2 sujets. Le premier, c'est sur le tas. Pas de manière péjorative, mais plutôt on apprend en faisant. Et donc, il y a plein de choses qui sont des idées pré-balises dans nos têtes de comment va se passer le premier entretien annuel que je donne. Et finalement, moi, le premier entretien annuel que je donne, j'ai une consultante qui s'effondre au moment de l'annonce de rémunération, alors que tout s'était passé
comme par merveille, bien, on était aligné sur tout, le bilan, la projection, etc. Et finalement, manque de peau. En face, j'avais un caractère qui était très mathématicien. Et donc, le 9,4% versus les 10% qu'elle avait en tête, c'était perçu comme la fin du monde. Et quand on a finalement réussi à rééchanger là-dessus, ça s'est très bien passé. Et c'est une collaboratrice qui est accomplie aujourd'hui. Mais donc, du coup, c'est des choses que je n'avais pas du tout prévu de vivre, entre guillemets, et où pour moi, tout allait dans le bon sens et tout allait bien se passer. Pour avoir une autre anecdote croustillante qui vraiment m'a marqué, j'ai aussi eu le droit à un consultant qui, le lendemain de sa période d'essai, de la validation de sa période d'essai, se met à arriver à 11h le matin. Il était arrivé au bout de l'histoire à 3 mois de carrière, et alors celle-là, pour le coup, pareil, je l'avais pas du tout prévu. Et quand je me suis retrouvé à devoir, entre guillemets, non, enfin même pas entre guillemets, à avoir à mettre un blâme ou à avoir à convoquer un collaborateur avec un discours derrière qui était presque, mettre à écolier sur le thème, attention, il y a quand même un respect de qu'est-ce qu'est le monde professionnel au global. Ça a été assez drôle parce qu'en plus j'avais 2 ans de plus que la personne qui était dans mon équipe, donc c'est sûr que ça crée un phénomène un peu particulier. Donc t'as appris à recadrer un peu quelqu'un et puis à vraiment prendre la posture finalement de manager un peu sur le tas. Ouais. Donc il y avait vraiment ce côté dans l'action. Et le deuxième volet par contre, c'est il y a tout un accompagnement RH qui a été hyper clé dans ma formation sur que ce soit dans comment gérer des échanges one-to-one. Typiquement, je garde des choses qu'on m'a apprises de laisser les blancs dans un point. Donc finalement, laisser toujours la personne s'exprimer en commençant par l'état d'esprit pour permettre finalement de capter aussi un mood en dehors du pourquoi est-ce qu'on se voit aujourd'hui dans la pièce. Ça voilà, c'est des choses qui sont formatrices, qui sont des lignes directrices que j'applique encore aujourd'hui, et des choses comme ça, j'en ai plein à prendre finalement justement la trajectoire, inscrire dans des temps longs les compétences des collaborateurs pour être embarquant, ne pas hésiter à verbaliser des sujets qui pourraient sembler de prime abord hyper compliqués, du type qu'est-ce qui te motive, quels sont tes leviers de motivation et comment on travaille ensemble dessus. Quand c'est déjà dur pour soi de les verbaliser pour soi, forcer entre guillemets dans la discussion les collaborateurs à l'exprimer, en fait c'est une technique de management qui est hyper pertinente pour derrière s'appuyer sur ça pour travailler ensemble sur le parcours. Ok. Derrière toutes ces notions, il y a la question de la confiance entre finalement manager et collaborateur. On disait tout à l'heure que dans le monde du conseil, tu travailles pas forcément avec les collaborateurs dont t'es le chef. Comment t'arrives à créer, malgré cet éloignement, et alors encore plus dans cette période de télétravail renforcé, comment t'arrives à créer la confiance avec eux et aller justement détecter leur motivation, leur mood. J'imagine qu'il y a aussi derrière tes enjeux aussi un enjeu de fidélisation derrière tout ce que tu cherches à faire. Donc comment tu crées cette confiance en ayant cette distance? En fait, j'ai un côté très direct, très cash dans mon approche, ce qui fait que je vais souvent chercher mes collaborateurs sur des sujets auxquels ils ne s'attendent pas, qui est typiquement, si je donne un exemple, quelqu'un qui rentre dans la société et qui est en début de son intégration, j'aime à poser la question, et du coup, est-ce que tu te sens intégré à la structure? La réponse classique, c'est oui, je me sens hyper intégré. Et en fait, verbaliser, pour moi, c'est un sujet d'intérêt. Et j'ai envie qu'on passe du temps pour que tu me parles de cette intégration. Entre guillemets, c'est un moment où tu vérifies que ce que tu as perçu dans les entretiens de recrutement, c'est ce qui se passe dans la vraie vie. Et en fait, dans un point où on parle et où on apprend à se connaître, ce point-là est beaucoup plus clé que de parler des premières manipulations Excel que tu as pu avoir sur ta première mission. Donc tu poses la question à la réponse que tu as envie d'avoir, et tu la poses pas qu'une fois, tu reformules et tu creuses. C'est ça. Donc tu es aussi vachement dans l'écoute finalement. Oui. Et je pense que c'est le plus important justement sur des collaborateurs avec qui on ne travaille pas, de développer finalement cette écoute pour comprendre, ressentir et capter ce qu'on peut appeler dans le jargon des signaux faibles, un peu de réaction. Le fameux oui sur ma question de l'intégration, mais il y en a tout un tas d'autres, un souffle en trop parce qu'on répète une question qui finalement peut déranger. En fait, du coup, pourquoi est-ce que la question me dérange? Comment est-ce qu'on bosse là-dessus ensemble, quoi? Ok. Et c'est des interactions que tu as à quelle fréquence?
C'est très j'ai pas de formule magique et de manière de faire avec chacun. C'est plutôt, je deal avec eux dès la première rencontre un peu des modes de fonctionnement. Et ça tient, on va dire, la première année, au sens où je me dis, tiens, sur la première année, au début, on essaye de s'appeler rapidement toutes les semaines. Après, on étend plutôt à des points plus réguliers à la maille du mois, mais plus étendus. Donc plutôt des points d'1 heure. On va travailler ensemble sur le fond, les apports de la mission, comment est-ce que je peux te coacher en fait un petit peu aussi, pour prendre un rôle un peu de coach vis-à-vis d'eux et d'un delivery que je ne vois pas, pour donner finalement des conseils sur tout ça. Et derrière, il y a une pratique RH que j'aime bien, c'est je fais faire à chacun un petit mood of the week toutes les semaines, un petit mail où je dis c'est 3 lignes, je veux pas que ça te prenne du temps, mais voilà, comment tu me résumerais ta semaine en 3 lignes et qu'est-ce que t'as devant toi sur la semaine d'après. Tout le monde ne le fait pas, mais les collaborateurs avec qui j'ai installé ça, c'est hyper sympa parce que moi ça me permet une petite prise de température RH et typiquement pour détecter des signaux faibles, c'est génial. Parce que par écrit, les gens se libèrent aussi facilement pour avoir ce côté un peu prise de température. Ok. Et quand tu détectes des signaux faibles, comme tu dis, tu fais quoi derrière une fois que tu les as identifiés ? Eh ben, j'ai mon petit appel, j'ai mon petit créneau du lundi qui est réservé à traiter un peu les mood of the week et à me dire, tiens, mais en fait, je vais prendre les 5 minutes qui vont bien juste pour passer un coup de fil, surfer entre guillemets sur le signal faible pour voir si c'en était un ou pas. Et surtout si à tête reposée après le week-end, c'est un sujet qui est toujours dans la tête. Et du coup, comment est-ce qu'on travaille ensemble pour le traiter finalement ? C'est quand tu dis signal faible à l'écrit, parce que tout à l'heure tu nous as partagé un exemple à l'oral plutôt de je lève les yeux au ciel, je souffle à la question qui me dérange. À l'écrit, comment ça se matérialise ? En fait, tu vas avoir des gens qui habituellement quand ils vont bien te parlent du fond de ce qu'ils ont manipulé et là tu vas avoir tout d'un coup un mail où on te parle aussi de la réunion qui était tôt le matin et voilà, c'est un signal, même celui-là, qui est fort donc il a dérangé en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Tu sens qu'il y a des choses qui apparaissent dans le mail qui ne sont pas là d'habitude et sinon c'est aussi juste de la forme. La conclusion du mood of the week qui est fait par 3 petits points, généralement ça indique que j'ai pas tout dit. Et presque, je montre à mon manager en plus que je lui ai pas tout dit en l'écrivant. Et voilà, il y a la capacité à rebondir là-dessus pour s'assurer que tu loupes rien dans la durée, quoi. Ok. Et peut-être à quoi ça sert d'avoir une relation de confiance avec tes collaborateurs ? Je pense que ça sert à être beaucoup plus direct dans nos échanges, à mesurer leur implication dans la structure et leur envie de continuer le chemin ensemble. Le métier du conseil est quand même particulier, hein. C'est un métier où je pense que le turnover sur le marché est bien au-delà de 20% usuellement. Et donc du coup, parce que les consultants sont très chassés, entre guillemets, dès qu'ils ont un peu d'expérience, on doit du coup mesurer cette implication pour s'assurer que les collaborateurs vont rester dans la durée avec nous et surtout qu'on travaille pour préparer la suite. Je suis dans une structure qui est en forte croissance depuis des années et j'ai besoin du coup que dès les plus jeunes collaborateurs, ce soit des gens qui sont en capacité demain d'aller chercher des rôles de management dans la structure pour continuer à lui permettre de croître. Et donc du coup, avoir cette relation de confiance, ça me permet de traiter les sujets durs dès qu'ils arrivent et pas de les découvrir en entretien annuel une fois par an ou ce genre de pratique où c'est déjà beaucoup trop tard. Ouais, quand la frustration s'est établie et que la personne ne se projette plus ou est déçue c'est ça. De son travail. Ok. Tu disais que les codes dans le conseil étaient assez normés, qu'il y a des grades à chaque étape finalement et une fois qu'on a cranté des compétences, ce qui vient derrière, c'est le sujet de l'évaluation. Mmh. Je pense que le sujet de l'évaluation est dans le secteur du conseil assez important. Est-ce que tu as des bonnes pratiques ou toi, quelles sont tes pratiques pour à la fois évaluer un collaborateur et lui faire un feedback constructif ? Sur l'évaluation, plusieurs choses. Je trouve que déjà dans l'échange avec le collaborateur de manière régulière, je lui demande de s'auto-évaluer. Et ce point-là est clé parce que le défaut de notre modèle très normé, c'est que chaque collaborateur, pour préparer son évaluation, va échanger avec toutes les personnes avec qui il a travaillé.
ce qui est très positif parce que du coup, ça lui permet d'avoir tout un tas de feedback de personnes très différentes et ça permet finalement de croiser et de prendre le pas de recul. Donc il est proactif dans le fait d'aller chercher déjà lui ses feedbacks. Alors, il est proactif ou je l'aide à être proactif, mais en tout cas, oui, la finalité, c'est on n'a pas d'échange sur son évaluation si lui n'a pas été chercher du feedback avec l'ensemble des personnes avec qui il a travaillé. Par contre, le biais que peuvent avoir certains collaborateurs plutôt jeunes dans le fait de s'auto-évaluer, c'est la capacité justement à faire parler les feedbacks entre eux et à les réinscrire dans des temps longs. Ce que je dis souvent, c'est je veux t'entendre toi t'auto-évaluer et toi prendre le pas de recul. Je veux pas que tu me restitues unitairement tous les feedbacks que tu as reçus. Ce qui peut être un défaut très naturel finalement. J'ai quelqu'un de entre guillemets haut gradé de la structure qui m'a fait un feedback. Son feedback est parole d'or, donc du coup je le restitue comme ça à mon manager parce que c'est ça qu'on attend de moi. Alors que c'est tout sauf ça que j'attends de mes collaborateurs. Et donc du coup, voilà, le côté pose-toi toi aussi sur ton évaluation, à la fois le bilan que tu en tires et comment tu te projettes plus loin demain. Moi, je fais le même travail en amont, ce qui permet d'avoir déjà un échange d'égal à égal sur comment j'inscris ça dans un temps long, comment lui l'inscrit et comment est-ce qu'on peut dresser en amont de ça un bilan clair de sa prestation. Et ensuite, sur la manière d'avoir un feedback constructif, toujours les deux aspects clés au sens les points forts du collaborateur et ses axes d'amélioration. Et j'insiste longtemps sur les points forts, et c'est le genre de questions aussi qu'on doit poser 4 fois pour les obtenir et entendre les personnes les verbaliser, parce que c'est pas naturel chez chacun de dire c'est ça mes forces, alors qu'en fait on fait un métier où on doit être bon sur tout un tas d'axes, mais on peut aussi être meilleur sur certains et se servir de ça pour gommer des manquements entre guillemets sur d'autres axes. Et du coup, être bien au clair sur quelles sont tes forces, ça permet aussi d'arriver à des moments de carrière où on peut faire travailler les collaborateurs quasiment plus que sur leurs forces, parce que le point faible qui est connu ou l'axe où finalement on n'arrive plus à s'améliorer, bah c'est pas grave, c'est un état stable. Par contre, je dis n'importe quoi, s'il peut aller 3 crans plus loin sur sa prestance orale, qui est déjà quelque chose sur lequel il est hyper bon, eh ben on peut construire toute une carrière en accent et en continuant à faire progresser cette force-là, et en gardant le socle sur une autre compétence ISO à l'état à date. Ok, donc vraiment s'appuyer sur ses forces et faire toucher du doigt le collaborateur, enfin même plus que faire toucher du doigt, vraiment qu'il prenne conscience que ce sujet-là est une force pour lui et qu'il s'en serve. Bien sûr. Okay. Et souvent, il y a même des cas où on peut on peut travailler des faiblesses en se servant des forces. Au sens, si je donne un exemple, quelqu'un qui va manquer de rigueur, mais qui par contre va être hyper bon dans le contact humain, bah de temps en temps en fait travailler la rigueur en se disant je prends un pas de recul en fait avant d'envoyer mon mail, de relire ma présentation, je vais aller au contact des gens parce que c'est un truc dans lequel je m'accomplis, ça me met dans un mindset qui est très différent de quand je suis tout seul devant mon poste. Je me force à avoir un contact humain avant de relire le mail que j'ai tapé peut-être il y a 20 minutes au moment où je le relis. Ça m'a mis dans un mindset qui est différent de juste faire un travail de pure delivery. Et finalement, ça me permet mécaniquement de mieux bosser sur quelque chose qui, pour moi, est juste chiant, passant à l'expression. C'est-à-dire le côté, je relis 3 fois le même mail. Et en fait, si je me rabâche juste que je suis pas rigoureux et que je dois faire l'effort, j'aurais beaucoup de mal à le faire dans la durée. Alors que si je me dis, en fait, voilà, je sais que si je vais prendre un café avant de relire une présentation de 20 slides, je fais moins d'erreurs demain. Se forcer à prendre un café avec quelqu'un, c'est un moment sympa, quoi. Ouais, c'est ce qui te donne de l'énergie, finalement. C'est ça, ouais. C'est aller chercher de l'énergie avant d'avoir un moment qui va nous en prendre plus tôt. C'est ça. Ok. T'as les mêmes pratiques de feedback quand tu es chef de quelqu'un ou quand tu es manager opérationnel? Alors, je l'ai pas toujours fait, mais désormais je le fais assez régulièrement. En fait, la différence quand tu es en responsable de mission, tu peux te permettre entre guillemets de cantonner le feedback à un bilan. Donc tu peux te dire finalement je fais le bilan de l'activité, des sujets sur lesquels je pense qu'il faut travailler pour la suite, etc. Mais tu n'es pas forcé en tant que responsable de mission de l'inscrire dans un temps long. Pour autant, je trouve que c'est tellement précieux que avec les quelques clés que j'ai de par la connaissance de ce qu'on a fait ensemble en mission, je me permets désormais de l'inscrire dans un temps long aussi pour le collaborateur parce que ça nourrit la relation et l'échange qu'il aura demain avec son manager. Finalement, je l'aide à faire les premiers pas de
à l'aune de cette contribution-là, comment est-ce que moi j'inscrirais ça dans un temps long? Après, à lui de faire le travail avec toutes les autres contributions qu'il a que je ne vois pas pour construire son feedback et son échange avec son manager. Ok. Tu peux être un peu concret, un peu précis, par exemple, sur le temps long, comment tu t'inscris quelqu'un dans un temps long? En fait, alors, si je donne un exemple, tu vas typiquement restituer à quelqu'un sur la compétence d'animation, par exemple. Animation d'un workshop, ce qui est une activité très récurrente dans le conseil, finalement. Au début de la carrière, l'activité, c'est plutôt j'ai un rôle dans la prise de compte-rendu d'un moment. Ensuite, je monte sur... C'est moi qui ouvre le meeting, qui explique aux personnes où est-ce que je veux les amener à la fin du meeting. Après, tu vas avoir un temps un peu plus moyen terme où finalement, c'est toi qui portes l'ensemble d'un workshop, qui à la fois pose, ouvre le décor, met du drive pour faire atterrir les interlocuteurs là où tu veux les emmener. Et finalement, tous ces 3 temps, c'est 3 temps qui sont très différents, où pour certains collaborateurs, ça va prendre 1 an de passer de l'étape 0 à l'étape 3. Pour certains autres collaborateurs, ça peut prendre jusqu'à 2 ans. Et c'est pour ça que je parle de temps long, c'est finalement quelles sont les étapes. Et donc, quand tu as mis la personne en situation d'animer ses premiers workshops, par construction, il y a des choses qu'elle fera pas parfaitement du premier coup, même si ça peut arriver. Et donc, du coup, réinscrire sur le thème, voilà, là, ce que tu as fait sur l'animation, c'était top, la manière dont tu ouvres. Faut faire attention parce que quand les meetings durent 2 heures, je te sens baisser en attention. Souvent, tu baisses en attention dans des situations où les clients, tes interlocuteurs partent dans tous les sens et tu as du mal à les ramener. Et donc, du coup, pour toi, pour la suite, à court terme, ce sera de les ramener. À moyen terme, ce sera de faire en sorte qu'ils ne lâchent pas ton attention. Et donc, peut-être qu'il faudra plus préparer que dans la manière dont tu les impactes quand tu leur parles, tu sois plus précis avec ceux qui sont très experts, que tu sois plus dans une touche perso où tu les attrapes par finalement ta posture. Et donc c'est un peu ça quand je dis l'inscrire dans des temps longs. C'est pas juste faire le feedback de finalement sur l'ouverture du meeting c'était bien, sur la suite tu les as pas ramenés avec toi, c'est pas bien. Ok. Tu fais des feedbacks, c'est un peu au fil de l'eau? Encore une fois, il y a pas de règle sur la manière dont je le fais. J'ai 2 temps en fait. Je le fais souvent à chaud en débrief d'un meeting quand il y a eu des moments où je pense qu'on aurait dû le faire autrement et jouer la partition un peu autrement. Notamment parce que quand on est plusieurs en mission, on a une partition à jouer l'un l'autre. Et donc sur ça, je peux avoir des débriefs plus à chaud. Et après, c'est plutôt des étapes intermédiaires, on va dire au pas du mois, où je trouve que c'est intéressant. Pas attendre forcément la fin de mission, parce que comme notre enjeu, c'est de faire progresser les collaborateurs, si on le fait que en fin de mission, il y a un côté très frustrant pour le collaborateur, c'est qu'il n'a pas le temps de finalement essayer de transformer la mise en situation, essayer de progresser sur ses axes, toujours sous le même management, qui pourra du coup ressentir, l'aider, le coacher. Okay. Et donc pour prendre cette posture de coach, il faut le faire régulièrement pendant la période de la mission, parce que sinon, tu génères peu de valeur. Ok, ouais, bien sûr. Si tu fais pas en sorte que ton collaborateur s'améliore, il peut pas s'améliorer lui-même. C'est ça. Ça fait la bonne transition avec la question suivante que je voulais te poser, c'est en dehors du feedback, est-ce que comment tu fais monter en compétence tes collaborateurs? En fait, il y a un principe, je vais utiliser un mot barbare, c'est pour ça que je prends du temps, c'est le déséquilibre avant. D'accord. Si je l'explique, c'est finalement comment faire en sorte que le consultant soit toujours... se sente jamais stable, au sens, je veux pas faire vivre au consultant quelque chose qu'il sait déjà faire en récurrent. Si je reprends l'exemple d'animer et d'ouvrir, le consultant qui aujourd'hui est cantonné à faire des comptes rendus, je ne construis pas une carrière sur la capacité d'un consultant à faire des bons comptes rendus, et si je le laisse juste à faire des comptes rendus parce que je dis n'importe quoi, il a moins de 6 mois d'XP, et donc du coup à moins de 6 mois d'expérience, il fait des comptes rendus. Dans l'absolu, je trouve ça nul. Et donc, du coup, je suis plutôt sur un prisme de si jour 1, le compte-rendu est OK, ou si jour 30, le compte-rendu est OK, jour 31, tu vas passer à animer, ouvrir le workshop, quitte à ce que... Dans tous les cas, je suis là pour faire le filet de rattrapage si jamais ça se passe pas parfaitement bien. Mais l'idée, c'est de mettre la personne, entre guillemets, en difficulté, mais qui soit mesurée. C'est déséquilibre avant, c'est pas je te pousse fort dans le dos et j'espère que tu tiennes debout. Mais du coup, avec ce principe-là, ça force vraiment les gens à se dépasser de manière régulière. L'idée, c'est de mettre dans les mains des mises en situation qui sont plus complexes que ce qu'on est en capacité de manipuler.
Et c'est ce qui finalement entraîne la machine de la croissance qu'on cherche à vivre dans le cabinet, en faisant grandir le plus tôt possible les profils les plus jeunes. Ok, donc tu fais travailler finalement les gens sur des situations qu'ils ne maîtrisent pas, où ils n'ont pas les compétences, ils apprennent un peu sur le tas, comme tu dis, mais grâce à ton accompagnement, ton management de proximité et tes feedbacks, finalement ils progressent et ils progressent vite. Yes. Ce qui tire derrière aussi le droit à l'erreur, c'est-à-dire que tu sais que quand tu demandes de faire quelque chose à quelqu'un, il va potentiellement pas savoir le faire, mais tu l'acceptes et tu crois en son potentiel de le faire, et quoi qu'il arrive, c'est exactement il ça. Apprendra. Ouais, c'est exactement ça. Et un tips tout bête là-dessus, c'est souvent les gens te questionnent sur comment prendre ce sujet. Et il y a quelques réflexes qui en deviennent un peu ridicules dans le monde du conseil, qui est de répondre toujours mais qu'est-ce que tu proposes? Et du coup, le fait de retourner la question au consultant qui te demande tiens, ce sujet-là, comment est-ce qu'on fait? En fait, propose-moi, regarde-toi comment tu le ferais. Et en fait, ce sera peut-être à l'opposé de comment je l'aurais fait. Mais si je vois un chemin où je pense que ça peut aller au bout, quand on peut le tenter, il faut le tenter en fait. Et parce que en plus, ça te nourrit. Il y a des profils qui sont très différents les uns des autres. Et moi, je me nourris vachement de consultants plus jeunes que moi, qui ont des techniques bien différentes, qui ont une approche des sujets très différents des miens, et ça me nourrit également. Donc il y a un côté, propose, joue ta partition, et après on voit ensemble comment on crée de la musique, mais voilà. Mais on en créera quoi qu'il arrive. C'est ça. Ok. Je voulais qu'on aborde maintenant un thème important et qui est souvent une difficulté, en tout cas un enjeu des managers, c'est le sujet de l'équilibre de vie pro-perso. Toi, quel est ton rapport au temps? Alors, je vais te parler de mon rapport au temps avant Covid, parce que c'est quand même moins simple dans la période. Plus sérieusement, je pense que c'est un sujet qui est propre à chacun, ce côté pro-perso. Et donc, du coup, mon rapport au temps d'équilibre, du coup, pro et perso, je pense que j'ai pu avoir par le passé, avant d'être père, si je fais simple, un rapport au temps qui était ma vie professionnelle occupe un pan très important, et donc du coup presque je ne compte pas mes heures. Ce côté-là a une limite qui est aussi un moment pour progresser. C'est plus en ajoutant des heures qu'on progresse, c'est plutôt en réussissant à faire beaucoup plus dans moins d'heures que finalement ça oblige à prioriser, ça oblige à déléguer, et ça finalement ça fait le même mécanisme que ce que je disais avant, qui est j'entraîne la structure. Là où je fais faire des choses à des consultants bien plus jeunes sur tout un tas d'activités, finalement je fais grandir la personne, et à la fois moi ça me permet d'embrasser plus d'activités. Et donc au bout d'un moment j'ai eu un déclic sur le thème, c'est pas par l'horaire que je dois compenser, c'est par une meilleure priorisation, et c'est en m'appuyant sur mes équipes que je vais aller chercher finalement plus d'équilibre. Donc ça c'était une première étape du déclic. La délégation, quoi. Ouais, la délégation et la priorisation aussi. Et il y a même un troisième sujet qui est la maîtrise du risque, entre guillemets. Quand on démarre dans le conseil, on nous apprend la rigueur, l'excellence du delivery, et ça dure en général 3 à 4 ans. Où finalement tout ce qu'on doit faire, c'est amener des éléments à 200% vis-à-vis d'une commande initiale. L'avantage qu'on a un peu sur la suite, c'est que quand tu sais amener les choses à 200%, tu sais aussi dire celle-là à 90, je pense que ça passe. Et donc du coup, ça permet d'être beaucoup plus mesuré et de choisir un peu ses combats, et donc du coup d'embrasser beaucoup plus d'activités sans toucher à son volume horaire. Et ça, c'est aussi une des clés en fait, le côté je maîtrise du risque. Et après, on pourra y revenir. Il y a les légendes du conseil où finalement je rattrape avec des claquettes les choses parce que je n'avais pas préparé une réunion et je m'en sors sans rien. Bon, ça n'existe pas. Hein. Je pense que ça doit être 5% du métier, sinon c'est qu'on le fait pas bien. Mais par contre, savoir s'en sortir dans un meeting avec 80% et pas 100, ça permet de temps en temps de pouvoir gagner jusqu'à 2 heures par jour. Et ça, c'est hyper clé. Ok. Tu disais que t'es papa. Oui. Comment tu abordes justement la question de la parentalité dans cette sphère professionnelle qui est le conseil, qui est une activité qui est demandeuse? Comment tu t'arrives à gérer? En fait, être père, ça m'a permis un truc, c'est déconnecter complètement.
Je pense que j'ai vécu des premiers moments où en fait tu n'arrives à penser juste à rien, si ce n'est empiler des Legos ou essayer d'arriver à lire un livre en articulant de la telle manière que ton fils va capter tout ce que tu essayes de lui transmettre, même si en fait t'es pas sûr qu'il comprend le moindre trait au mot de ce que t'es en train de raconter. Donc un vrai sujet de pure déconnexion, ça c'est sûr. On m'avait passé le tips et j'ai réussi à me créer des moments en journée un peu clés où de temps en temps je coupe. Typiquement, de temps en temps, partir à 16h, aller chercher son fils plutôt à la crèche pour profiter de 4 heures avec lui jusqu'à son coucher plutôt que 1 heure ou 1 heure et demie qui est plutôt le classique de retour de crèche vis-à-vis de l'heure de coucher. Et donc finalement jouer sur mon agenda en positionnant des moments perso en journée que derrière, moi j'arrive facilement à compenser le soir. Typiquement, j'ai un réflexe qui peut faire peur à tout un tas de personnes, mais quand chez moi tout le monde dort, tout le monde, femmes et enfants dorment, bah moi je peux rouvrir le PC, c'est quelque chose qui me dérange pas le moins du monde, d'autant plus quand j'ai compensé entre guillemets le fait de rouvrir le PC avec un temps en famille plus long que ce que je peux m'accorder d'habitude. Donc voilà, je mesure vachement l'équilibre par rapport à ça. Donc la flexibilité en fait de ton temps, où tu dis les horaires 8h, 18h classiques, ou 9h, 18h ou 19h dédiés au travail, plus après je m'occupe de mes enfants et de ma famille, parfois c'est pas possible, ou en tout cas moi ça ne me suffit pas. Et donc je préfère finir un peu plus tôt et me reconnecter ou démarrer un peu plus tard, ou voilà. Et comme ça te permet d'avoir les temps qui vont bien dans les deux sphères. C'est ça. Et en plus, la facilité dans ce sujet quelque chose qui m'a facilité la vie dans l'équilibre pro-perso vis-à-vis de mon fils, c'est les enfants sont hyper forts pour te faire sentir quand tu n'as pas été assez présent, et ça se joue même sur 24 heures. Hein. Que le lendemain matin, il faut absolument qu'il prenne sa douche avec sa mère et que toi tu sois pas dans la salle de bain. Je peux te dire que on me l'a fait une fois, on me la fera jamais deux. Et ce genre de marqueur, finalement, ça t'aide aussi à un peu remettre les pieds sur terre dans ce sujet d'équilibre. Okay. Voilà, donc c'est des marqueurs comme ça qui me guident aussi à mesurer, entre guillemets, que je ne déconne pas sur ce sujet-là. Est-ce que tu as des conseils pour des gens, soit des jeunes papas ou des jeunes mamans, qui n'osent pas peut-être faire ça? Je pense que faut appliquer des choses hyper mécaniques au début pour commencer à sentir comment est-ce qu'on peut trouver un équilibre sur la sphère pro pour que ça se passe bien. Au sens où, même si tout le monde vous prévient, le côté facteur fatigue lié au manque du sommeil de début de parentalité, je pense que chacun y répond de manière très très différente. Et si on s'est pas mesuré en protégeant énormément l'équilibre au départ, on peut rentrer dans un cercle qui soit vicieux et où on va commencer à louper des choses. Si je donne un exemple très concret, moi je conseille à tous les parents sur les 3 premières semaines de retour au travail, que ce soit du père ou de la mère, de couper à 17h, mais grand maximum, pour être sûr d'avoir toute la période de la soirée un peu libérée avec 0 engagement, pour être sûr de pouvoir se relayer, de vivre les fameuses terreurs nocturnes, etc. Ensemble, parce que le vivre seul pour un parent, je pense que c'est hyper dur. Donc il y a un côté déjà très mécanique, se forcer à couper tôt pendant tout le début pour permettre de trouver sa résistance aussi au manque de sommeil. Ce point-là est hyper clé. Et je pense aussi que chacun doit se poser sur ce sujet d'équilibre pro-perso. Au sens, si je caricature, est-ce que je suis prêt à perdre 2 ans est-ce que je suis prêt à mettre 2 ans de plus pour atteindre le grade d'après, si je reste dans le monde du conseil, pour le coup, versus louper les premiers pas de mon fils. Pour moi, le choix, il était évident, mais peut-être que tout le monde n'a pas le même choix. Et je pense que l'intellectualiser, se forcer à le verbaliser pour pouvoir le mesurer dans la durée, c'est hyper important. Et clairement, je me suis fixé de louper aucune étape, et donc du coup, c'est aussi un peu sur ça que moi, je me pilote un petit peu. Tu priorises. Voilà. Tu priorises aussi dans ton temps. Yes. Ok. Je pense que mon agenda ferait peur à beaucoup sur le côté très intense en journée. Tu vois, aussi dans un sujet de préserver l'équilibre pro-perso. J'ai pas de coupure en journée, outre que la pause déjeuner, au sens où mes réunions, si elles peuvent durer une demi-heure, elles durent une demi-heure. Je mets pas forcément de pause entre mes réunions. Donc ma journée, elle est très timée, très intense. Mais comme ça, après, je peux avoir la tête libre
à être dans ma sphère perso et pas être dans mon univers pro. Même si mon univers pro peut reprendre régulièrement le soir quand tout le monde dort. Mais c'est comme ça que moi je me suis organisé, quoi. Est-ce que tu as fait évoluer cette organisation ? En fait, je l'ai fait évoluer parce que lui évolue, parce que les modes de garde évoluent, parce que les étapes évoluent. Finalement, aujourd'hui, c'est beaucoup plus... Mon fils a 2 ans, donc ça reste très récent. Et du coup, aujourd'hui, on peut avoir beaucoup plus de discussions, d'interactions fortes qu'avant. Il tient éveillé beaucoup plus longtemps. Et donc, du coup, je me force beaucoup plus à être sûr d'avoir coupé sur la période où il revient de la crèche pour être avec lui pendant la soirée. Ce qui pouvait être un peu moins le cas avant, où je pouvais m'autoriser à avoir une soirée où je sois peu à pas présent. Là, je le fais plus. Mais voilà, c'est un peu ce genre d'adaptation que j'ai fait. Finalement, je considère que l'équilibre, il faut le trouver dans la durée. C'est un sujet, si de temps en temps, sur un mois, il faut investir un peu plus professionnellement, parce que il y a une nécessité que ça gratte un peu sur l'équilibre pro. Je pense qu'il faut aussi le partager avec la personne avec qui on vit pour qu'on soit aligné sur une durée et les impacts potentiels. Ça permet derrière d'être au clair sur tout ça et de se mesurer sur le fait que la période d'1 mois qu'on a citée, elle dure pas 2 ans et que on finisse pas cramer sans l'avoir vu venir, quoi. Ok. Donc ce que je retiens dans tout ça, c'est tu t'es approprié ton temps et tu trouves de la flexibilité dans ton temps. T'as fait des choix et notamment tu décides d'être présent à certains moments de la vie de ton fils, quitte à ce que la rapidité de ta carrière soit un peu il y a un petit impact, mais c'est ton choix c'est ton choix de carrière. Et puis t'es prêt à l'équilibre de vie, tu le perçois pas un peu comme la carrière, tu le perçois pas que au jour le jour, tu le regardes aussi dans un temps un peu long, sur une semaine, 1 mois, 2 mois, t'es prêt à investir beaucoup et à prioriser le pro, et de temps en temps tu priorises le perso. Donc dans la durée, ça s'équilibre. Exact. Peut-être quel rôle a joué ton manager dans le fait de trouver cet équilibre et ce fonctionnement ? Mon manager m'a donné des tips, le fameux sujet de, en fait, régulièrement, tu coupes à 15 heures et tu sors et finalement tu coupes complètement. Ça, il te l'a autorisé dans un sens aussi. Ouais, c'est ça. En fait, le fait que lui t'explique qu'il le fasse hyper régulièrement te fait dire, en fait, je dois le faire à minima autant régulièrement que lui, vu l'importance qu'il a dans la structure. Aujourd'hui, ça veut dire que, entre guillemets, je peux le faire encore plus facilement que lui. Donc du coup, au moins me mettre à ce niveau-là, ça m'a, entre guillemets, fixé une target de me dire 1 fois par semaine, je le fais, je coupe, parce que si mon manager arrive à le faire, ça veut dire que je suis en capacité de le faire aussi sans trop de soucis. Et après, plutôt des tips aussi sur l'organisation de son agenda, le fait mais plus, je fonctionne beaucoup, par mimétisme. Donc en fait, le côté... tiens, qu'est-ce que toi tu peux utiliser et comment moi je me le réapplique à moi. Donc c'est plutôt comme ça sur la gestion de la crèche, occuper son agenda son agenda professionnel de manière récurrente avec les créneaux de crèche, les créneaux de garde, ce genre de choses. Tu vois, typiquement un exemple très concret, je mets dans mon agenda tous les rendez-vous chez le pédiatre de mon fils. Ce qui fait que au moins 1 fois sur 2, j'arrive à y être présent moi. Plutôt que ma femme, parce que je les ai inscrits et que je les ai dans l'agenda depuis hyper longtemps, parce que c'est des rendez-vous qu'on connaît hyper longtemps à l'avance, et je protège mon agenda autour de ces zones-là. Et je l'ai fait parce que, c'est vrai, il m'a dit, moi je mets ma sphère perso pour mes enfants dans l'agenda pro, et moi c'est un truc qui collait bien aussi avec mon mode de fonctionnement, et donc j'ai appliqué. Et c'est finalement cette capacité à comprendre qu'en fait on peut s'autoriser tout un tas de choses qui m'a moi éclairé et m'a permis d'apporter ma patte sur ce sujet-là. Ok, donc l'exemplarité de ton manager a joué. Je sais pas si tu aurais des conseils pour des gens qui nous écoutent et pour qui c'est moins simple, dont la relation de confiance peut-être managériale est moins établie. Est-ce que tu penses qu'ils peuvent quand même se permettre cette flexibilité ? Je pense que on peut à minima forcer la discussion sur ces sujets-là. Parce qu'en fait, d'autant plus la partie pro est importante, plus la partie perso est importante, plus je pense qu'il faut avoir la discussion.
Parce que sinon, on crée quelque chose à moyen terme qui est pas bon. Si on a besoin de cette flexibilité mais qu'on ne l'a pas, l'histoire est écrite. Enfin, en tout cas, jamais tu resteras accroché à ta structure si ta structure te permet pas d'avoir cet équilibre. Et par rapport à ce que je disais sur le côté monde du conseil et le côté faire attention à ne pas se cramer, bah, je pense que avoir la discussion, c'est aussi poser les bases de ce que moi je cherche à viser en termes d'équilibre et comment est-ce que on peut le mesurer ensemble. Et moi, je sais que j'ai même eu la discussion à un moment avec mon management, mais c'est sur un truc très perso qui est de dire, moi, je sais que je suis pas très bon à le mesurer, et donc je voudrais que à chaque fois qu'on se voit, on commence par parler de ça. Et je l'ai mis dans la tête de mon manager, je lui ai donné mon fardeau entre guillemets de m'interroger à chaque fois qu'on se croise sur ce sujet-là, parce que je sais que de moi-même je pourrais me perdre, même si c'est pas encore arrivé, je souhaite que ça n'arrive pas. Le fait que à chaque fois que je le vois, on a les 3 minutes sur ce sujet-là, bah, fait que moi ça m'oblige en fait aussi à monitorer un petit peu. Donc il y a un côté introduire la discussion avec son manager sur qu'est-ce qui est pour soi le bon équilibre pro-perso. Ça veut dire que quand tu fais des points avec lui, il te demande comment ça va, comment va ton équilibre ? Ouais, c'est ça. Et typiquement, est-ce que tu es à l'aise aujourd'hui avec le temps que tu passes en famille versus le temps que tu passes dans la sphère professionnelle ? Ok. Parfois tu dis non ? Parfois je dis non. Et on en parle et on regarde même comment traiter du coup opérationnellement. Et finalement, alors un des sujets dans le monde du conseil et où pour du coup je m'en sors plutôt bien, c'est que comme on va trouver des leviers de performance en déléguant, il y a un sujet qui est plus je vends sur mission, plus j'ai des personnes qui m'entourent et qui peuvent prendre de la charge pour moi. Et donc du coup finalement il y a un levier qui est très simple et bénéfique pour tout le monde dans la structure. Si pour regagner du temps sur le côté perso, il suffit entre guillemets de vendre un peu plus, tout le monde est content dans la structure. Et donc ce côté-là, finalement, de temps en temps, la clé c'est de dire non, ça va pas. À moyen terme, je pense que sous 2 semaines, je sais faire monter quelqu'un avec moi. Donc dans 2 semaines, ça ira mieux. Et du coup, après, on se pilote ensemble sur est-ce que 2 semaines deviennent 2 ans ou est-ce que 2 semaines c'était 2 semaines. Et donc là, toi, tu as cette capacité à pouvoir vendre des ressources en plus sous réserve que tes clients acceptent acceptent la rallonge de budget. Des fois, ils sont pas toujours d'accord, mais. Et justement, quand ils sont pas d'accord ou que c'est pas possible ou voilà ou que c'est des sujets sur lesquels tu peux pas vendre des ressources en plus, comment tu fais, comment t'arbitres ? En fait, c'est encore une fois le côté lâcher prise sur la qualité. Je pense que c'est ça l'axe principal. D'autant quand on est ancré dans un travail depuis quelques années, je pense que quand on a été à un certain niveau de qualité, on a beaucoup de mal à accepter de faire moins bien qu'avant, entre guillemets, unitairement sur un sujet. Et je pense que pour autant, c'est ça la clé. Parce que pour retrouver du temps dans la journée, encore une fois, il faut accepter d'amener des choses à 80%. Et finalement, de temps en temps, le 80% va faire le même résultat final dans la tête des personnes à qui tu présentes ou dans ce que tu cherches à obtenir avec ce livrable ou avec cette discussion clé que le 100% que toi tu visais. Et donc du coup c'est encore quelque chose de et c'est pas que de la priorisation, c'est vraiment le côté lâcher prise. J'accepte aujourd'hui de faire des choses à 80% de ce que je ferais dans l'absolu et c'est pas grave. Pour trouver ce qui est acceptable en matière de 80%, tu le décides toi-même, tu vas le challenger avec quelqu'un ? En fait, je le décide en tant que manager de mission, je le décide moi. Quand je dois faire des choix sur des sujets plus internes qui impliquent plus de monde que juste mon écosystème sur ma mission, là, il faut le partager absolument, je pense, pour expliciter les endroits où tu vas amener 80%. Et donc parfois, quand on parle peut-être concrètement de ce que ça veut dire 80%, est-ce que c'est dire j'avais prévu de vous présenter un jeu de slides avec telle et telle analyse, en fait, ça sera peut-être pas aussi bien formalisé. Par contre, je serai au clair sur le fond, mais les slides seront moches. Est-ce que ça sera pas pour dans 2 semaines, mais pour dans 3 semaines ? Ça peut être quoi les leviers d'arbitrage ? Les deux que t'as cités peuvent exister. Il y en a un autre qui est de dire je voulais faire 4 axes d'analyse pour aider à la prise de décision. En fait, j'ai un feeling tellement fort sur la décision que je pense qu'en 2 axes d'analyse, je démontre le sujet. Et donc du coup, je m'enlève 50% même du travail là pour le coup,
pour une restitution qui, je le suis sûr, amène les choses dans le bon sens. Ça vient aussi un peu avec l'expérience, mais finalement, le fait d'être moins analytique que ce que tu fais en début de carrière te permet aussi, à l'instinct, d'arracher tout un tas de choses. Oui, enfin, parfois, il y a aussi un gain de temps quand on se dit avant, pour être absolument sûr et certain de tout, je passerai 4 heures. Bah, en fait, là, j'ai plus 4 heures, j'ai 1 heure ou 1 heure et demie. Bon, je vais droit au but et finalement, presque le travail est aussi bien fait, voire mieux fait, parce que on a plus de conviction. Ouais, complètement. On priorise inconsciemment, mais on priorise peut-être davantage la réflexion. On démarre par la conclusion presque et on reconstruit l'analytique qui suffit pour embarquer derrière. Et de temps en temps, c'est largement suffisant. Parce qu'en plus, de temps en temps, on part dans des choses très complexes pour démontrer sur un sujet, alors qu'en fait, tout le monde est convaincu. Et pour autant, la beauté du geste, entre guillemets, nous semble être d'avoir backé tout ça par tout un tas d'analyses, et c'est pas toujours le cas. Ok. Sur le sujet équilibre pro-perso, comment tu accompagnes tes collaborateurs qui se posent des questions ou qui ont des difficultés sur ce sujet-là? Alors, pour faire ressortir les sujets, de déjà quel est ton équilibre pro-perso, comment est-ce que toi tu le mesures, etc., j'essaye de pousser des choses très mécaniques, volontairement un peu grossières. Sur le thème, en fait, explique-moi juste pourquoi ça rentre pas dans 9h-17h. Ce qui, par construction, est compliqué dans notre métier, d'arriver à faire rentrer nos journées dans 9h-17h. Ça permet de sentir ce que les gens font en horaire non ouvré, entre guillemets, et surtout comment ils réfléchissent à leur priorisation. Et après, ça va être beaucoup lié aux réponses que j'ai à ce genre de questions. Il y a des fois où même je propose de faire des points agenda, quoi. On regarde ensemble l'agenda et je t'aide à tuer des réunions. Je suis hyper fort à ce jeu-là. Ça doit être ma qualité numéro 1. Tu m'affiches n'importe quel agenda, je sais te péter la moitié des réunions. Et rien qu'en posant des questions toutes simples de qui prépare, est-ce que toi t'es obligatoire dans la réunion, est-ce que, enfin voilà, qu'est-ce que tu mets derrière? Et souvent rien qu'en aidant les gens à se questionner sur le pourquoi de leur présence dans un meeting, ils se rendent compte d'eux-mêmes qu'en fait, bah oui, on allait y aller à 3, alors qu'en fait, un tel y va et ça va me suffire. Ok, donc point agenda. Quand c'est pas lié à l'agenda, mais peut-être lié à la charge de travail, ou à la production d'éléments, d'analyse. Il y a un vrai sujet qui est important, qui est d'arriver à se bloquer des moments pour soi, de plage de travail. Ça, pour le coup, je le fais aussi et donc je le transmets. Le côté, je m'oblige à X heures par semaine à avoir des temps dédiés qui sont à moi, qui sont occupés dans mon agenda pour me poser pour produire, entre guillemets, et donc avoir des réflexions intenses sur un sujet. Ça, c'est pour le coup hyper important. Moi, je sais que je conseille souvent à mes équipes de sanctuariser ces plages de travail et de vraiment y toucher sous aucun prétexte, ou voire de me prévenir quand elles doivent y toucher. Ça, je trouve que c'est une difficulté parfois pour des jeunes, y compris des jeunes managers qui ont X priorités, qui ont l'impression d'être essentiels sur l'ensemble des choses, qui se laissent bouffer finalement des créneaux. Comment tu les aides à arbitrer là-dessus? En fait, ça revient un peu au point agenda de se poser point par point, où est-ce que tu dois aller et où est-ce que tu apportes vraiment de la valeur. Et ça rejoint aussi l'autre côté qu'on a discuté avant, qui est le côté lâcher prise. Il y a un côté, on cherche à tout sécuriser tout le temps, et plus pour la beauté intellectuelle que pour la nécessité. Et à un moment, comme je le disais, je veux plus toucher à l'élapse horaire, et à mes équipes, je leur dis ne touchez pas, en fait, ne faites pas plus d'heures, vous êtes déjà arrivé au maximum de ce que vous devez faire, et donc la flexibilité, elle est à l'intérieur de cet élapse horaire-là. Donc c'est vraiment de la priorisation et du lâcher-prise, pour moi, ce sujet-là. Est-ce que tu as eu à traiter des cas de surmenage? Oui. Alors, enfin, je les ai traités, ça dépend ce qu'on met derrière surmenage. Pour l'instant, et je touche du bois, je les ai plutôt traités en amont d'un réel surmenage qui mènerait à des absences prolongées très compliquées. Donc plutôt dans la prévention. Ouais. Tu t'assures de pas arriver à ce niveau-là? Yes, c'était ouais. C'est plutôt ça les situations que j'ai vécues aujourd'hui. Ok. Et quels sont les signaux faibles qui te font dire que quelqu'un peut être en surmenage?
je trouve qu'il y a un côté, je rejoins au tout début de notre conversation sur les leviers de motivation. Le fait de connaître les leviers de motivation t'aide aussi quel type de signaux faibles à chercher. Je te donne un tout bête, il y a des gens où leur levier de motivation, c'est d'être au contact des gens, de s'épanouir dans le contact. Et finalement, quand ils te parlent de leur mise en situation à date, t'entends jamais parler des clients, t'entends jamais parler des consultants avec qui ils travaillent. Et les seuls retours que tu as, c'est sur le fond de ce qu'on est en train de manipuler. Et en plus, c'est complexe. Et là, pour ce type de personnes, ça me gratte, ça tilte, parce que je sais que son levier de motivation, c'est d'être au contact. Et donc, du coup, je vais creuser sur ce type de sujet. D'accord. Parce que tu dis que potentiellement, il passe des heures carrées et qu'il fait des gros horaires pour... quelque chose qui l'épanouit, enfin, qui n'est pas son levier de motivation. Et qui, du coup... ça peut durer un temps, mais ça peut pas durer un temps trop long, ce genre de sujet où tu ne bosses pas sur les choses qui t'éclatent. Et du coup, tu le fais mal en plus. Et c'est un peu un cercle vicieux. Et généralement, pour que le cercle soit complet, c'est sur des compétences où t'as moins d'aise, que tu tournes en boucle sur ces sujets-là. Ça te prend plus de temps. Et c'est là où, en fait, tu commences à pouvoir sentir du surmenage parce que les personnes bouclent sur des sujets qui ne leur plaisent pas, sur des compétences qui ne sont pas leurs compétences cœur. Et en plus, elles y mettent de plus en plus d'énergie. Là, finalement, c'est sûr que l'histoire est toute tracée ça marche si on pas. n'intervient pas. Ok. Merci, c'est hyper clair sur ce sujet-là. Dernier sujet que je voulais aborder avec toi, c'est le sujet de l'affirmation de soi et du doute parfois. Parce que pour te connaître un peu dans la sphère pro et t'avoir vu faire, je trouve que tu dégages quelque chose qui est assez inspirant en termes d'affirmation de soi. C'est le moment où je rougis, mais personne ne le voit. Et ma première question, c'est est-ce que il t'arrive de douter? En fait, c'est pas simple de répondre à la question parce que le concept du doute est particulier. Je pense que une de mes forces, c'est de toujours me dire est-ce que j'ai bien étudié le problème sous 2, 3, 4 angles différents pour être sûr que ce que j'amène ne va pas froisser des gens ou ne pas être opposé à ce que certaines personnes ont en tête ou ce que une analyse un peu moins poussée que celle que j'ai menée pourrait donner, pour me dire est-ce que finalement j'ai bien quadrillé le sujet. Donc c'est entre guillemets du doute, mais c'est plutôt pour challenger ce que je produis et l'angle que je prends pour parler de quelque chose. Et je trouve que ça c'est hyper positif parce que ça ne permet que d'améliorer ce que tu produis, ce que tu fais, ce que tu touches tous les jours. Là où ça pourrait devenir négatif, je trouve, c'est si le doute se transforme en stress. Pour le coup, je me souviens même dans le cadre de mes études à l'époque, la responsable du master spécialisé que j'ai fait m'avait demandé en entretien, m'avait posé comme question à la fin de l'entretien, est-ce que vous êtes quelqu'un de bileux? Parce qu'elle m'avait senti pas du tout stressé par toutes les questions qui étaient censées me démonter. Mon parti pris là-dessus, c'est stresser, c'est... je trouve que ce qui est générateur de stress, c'est quand on essaye d'avoir du grip sur quelque chose qui n'est pas saisissable. Et du coup, ça, c'est quelque chose où je mets zéro énergie. Au sens où stresser alors que j'ai déjà finalisé l'envoi d'un document à un client et que du coup, la présentation est dans 2 jours. En fait, finalement, j'ai déjà envoyé le document, c'est plus dans mes mains. Donc, réfléchir à tout ce que j'ai mal fait dans le document et qu'il va voir, ça apporte rien du tout. Et donc, je préfère me dire, si je reviens à la première partie, quels sont les angles d'analyse supplémentaires que je pourrais amener dans l'oral et pas qu'est-ce que j'ai envoyé, est-ce que c'était vraiment au bon niveau, etc. C'est des questions que je me pose pas pour le coup, parce que c'est plus dans mes mains. Ok. Et justement, quand tu t'es face à des donneurs d'ordre, des clients de haut niveau, parfois quand tu es en déséquilibre avant, comme tu dis, quand t'es jeune manager et que tu vas rencontrer des directeurs ou autres, comment tu fais pour les convaincre et paraître peut-être légitime à leurs yeux? C'est une question un peu hyper vaste, mais... En fait, je pense qu'il y a beaucoup de choses il y a des choses qui passent par la posture, il y a des choses qui passent par le fond. Le fond, c'est d'être préparé quand même sur un sujet quand tu vas voir des donneurs d'ordre de haut niveau, etc. Il faut avoir préparé des choses en s'étant mis dans leur peau, au sens qu'est-ce qu'un donneur d'ordre de haut niveau attend d'un cabinet de conseil
dans cet instant T où on doit lui restituer quelque chose. Donc le fait de changer de prisme et de se forcer à réfléchir comme le CEO, admettons, d'un groupe ou le directeur des systèmes d'information d'une grande structure, ça force à rechallenger notre approche par rapport à ce que lui va avoir en tête. Donc ça, c'est le premier axe. Et après, j'ai un tips qui sonnait pour de l'impertinence pendant toute ma jeunesse, qui est, en fait, tant qu'une personne ne m'a pas ébloui, pourquoi est-ce que je la considérerais éblouissante ? Et je me le dis à la fois pour elle, mais je me dis qu'elle dise exactement la même chose que moi, de moi. Et donc, du coup, finalement, on va apprendre à se connaître, ça va être un échange. Le parti pris qu'ils auront en prisme de base, c'est attention, la personne que j'ai en face de moi, je la paye très cher, donc elle a intérêt à m'apporter de la valeur. Et moi, l'enjeu, ça va être de me dire, je me suis mis dans leur peau, est-ce que j'arrive à me mettre au niveau ? Et on va en tirer de la satisfaction finalement ensemble. Et je le prends presque comme un jeu. C'est pour ça que je dis, ça sonnait comme de l'impertinence quand j'étais jeune. Là, aujourd'hui, c'est plutôt de l'amusement. Je fais ce métier-là parce qu'il me challenge beaucoup intellectuellement, et je le fais pour trouver des zones d'amusement. Et finalement, je m'amuse quand quelqu'un qui voit que je pense beaucoup de consultants arriver de manière très révérencière devant eux, y arriver et parler à cette personne comme je parle à le collaborateur d'un de ses managers sans aucun souci. Ok. Je pense qu'on est tous égaux. C'est assez conceptuel. Non, je partage et je trouve que c'est en tout cas un chouette état d'esprit pour justement moins stresser et être au naturel finalement, même dans des situations compliquées. On arrive à la fin de cet entretien. Est-ce que pour terminer, tu as, je sais pas, soit des conseils, soit des sources d'inspiration à nous partager ? Des conseils supplémentaires par rapport à tout ce que tu nous as dit, mais... En fait, en termes de sources d'inspiration, je vais dire un truc qui peut paraître très bateau, mais je m'inspire un peu des personnes que je croise au global. Je pense qu'il y a, mon point étant, je ne lis pas des livres qui théorisent que ce soit le management, le monde du conseil, des expertises, etc. Je suis quelqu'un d'assez terrain et terre à terre, du coup, j'aime faire avec les gens, travailler avec les gens. Pragmatique. Et donc, du coup, je me nourris un peu de toutes mes rencontres et des personnes avec qui j'échange sans les ranquer. Enfin, je mets pas plus de poids et d'importance, quelles que soient les personnes que je rencontre, et chacun m'apporte quelque chose de différent, et donc j'ai pas de... Je ne vais pas chercher de l'inspiration de manière très particulière. Je me souviens à une époque, avant que tu montes ton podcast, même bien avant, tu m'avais conseillé les podcasts. Et je me souviens que tu m'en avais conseillé un en particulier où je l'avais écouté, je m'étais dit, mais cette personne est détestable, pourquoi Sophie m'a envoyé là-dessus? Et en fait, j'ai persévéré un peu en me disant qu'il y avait sûrement un sujet. Et tu vois, typiquement, il y a des choses dans les podcasts qui ont pu m'inspirer. J'en retiens un, et qui vient d'une sphère que je regarde encore un petit peu, donc on peut dire que c'est une source d'inspiration. C'est Navo, je sais pas si ça va parler aux gens, qui est un auteur, donc quelque chose très en rupture vis-à-vis de moi, qui suis pas un homme de lettres, et qui disait qu'il faut apprendre à saisir sa chance. Et finalement, saisir sa chance, c'est pas essayer d'avoir de la chance, c'est juste être bon dans tout ce qu'on touche, penser process, et chaque étape du process, comment être excellent, et pas du tout penser à la cible. Et si je fais un parallèle avec le monde du conseil, on peut le relier à tout ce qu'on a parlé sur les grades, etc. C'est quelque chose qui m'a jamais animé. Je me suis jamais posé la question du rythme sur mon parcours conseil. Je me suis toujours dit, je vais maximiser les objets que je touche, et on verra, entre guillemets, si la chance sourit. Et donc voilà, le fait que Navo mette des mots sur quelque chose que j'avais appliqué, on peut dire que c'est un peu inspirant. Et du coup, c'est vrai que c'est quelqu'un que je suis un peu régulièrement, et qui a un podcast aussi. Trop bien. Voilà. Merci beaucoup, Romain. Bah non, merci à toi, Sophie. C'était un plaisir. Plaisir plus que partagé. J'espère que l'épisode vous a plu et que vous en retirez beaucoup d'enseignements. De mon côté, je me suis noté vraiment beaucoup de choses, mais je vais essayer de synthétiser. La première chose que Romain a souvent rappelé dans l'épisode, c'est que le management s'inscrit dans un temps long. Il agit au quotidien, chaque jour ou chaque semaine, mais chaque action alimente une action plus long terme. Soit pour faire durer la relation avec son collaborateur et le fidéliser, soit pour lui donner des perspectives à moyen ou long terme. C'est le cas dans le développement des compétences, dans les feedbacks et les évaluations qu'il fait. C'est aussi le cas dans la gestion du temps et l'équilibre de vie. Voilà, donc le premier concept que je retiens, le temps long.
Ensuite, Romain met l'écoute et l'attention à l'autre au cœur de sa pratique managériale. Chez lui, elle se décline à travers plusieurs pratiques concrètes qu'il nous a partagées. Je retiens notamment le Mood of the Week, couplé au traitement de cette information tous les lundis matins. J'ai noté aussi le fait de poser des questions précises sur les sujets importants et de ne pas se contenter de poser la question une fois, mais de récidiver pour être bien sûr de la réponse. Enfin, son attention aux autres se retrouve aussi dans l'attention qu'il porte aux signaux faibles, que ce soit par écrit ou par oral, et toujours au traitement de ces signaux faibles. Sur le sujet équilibre de vie et gestion du temps, j'ai particulièrement apprécié sa flexibilité, c'est-à-dire s'autoriser à mixer les sphères pro et perso en journée pour réussir à faire son travail tout en ayant des moments de qualité avec sa famille. Je retiens surtout que tout est une affaire de choix et de choix en conscience. La priorité des sujets à traiter, le lâcher-prise, la qualité d'un rendu ou l'investissement qu'on décide de mettre ou de ne pas mettre, le potentiel impact sur sa carrière au profit des premiers pas de son fils par exemple, est un choix. J'aurais envie de retenir d'autres pratiques bien sûr, que Romain a eu la générosité de nous partager, mais je vais conclure le débrief sur la dernière notion qu'il a abordée à plusieurs reprises, celle du plaisir au travail. Nous n'avons pas eu le temps de creuser vraiment cette notion, mais il l'a mentionnée à 2 reprises. La première fois, c'est qu'il fait en sorte que ses collaborateurs prennent du plaisir au travail, notamment en utilisant au maximum leurs forces. Et lui-même aborde son métier en y trouvant des zones d'amusement, comme il dit, comme en se mettant dans la peau de ses interlocuteurs pour mieux les comprendre. Et ici, la clé du management positif, c'était d'aborder le travail avec plaisir pour soi et ses collaborateurs. Je vous remercie encore d'avoir écouté ce 10e épisode de Chef. Je vous souhaite beaucoup de plaisir dans les prochaines semaines. Je vous retrouve dans 2 semaines. Kenavo!